Madame Fréchette, bonjour. Bonjour, M. Roy. Aimez-vous ça? Oui, j'aime ça. Ça fait 58 jours, là. C'est ça, là. Donc, j'adore ça, vraiment. C'est d'impact, c'est stimulant. Je sens une belle connexion aussi avec les Québécois, les Québécoises. Je me promène beaucoup au Québec, puis partout, je vois une belle ouverture, une volonté d'en savoir plus, une curiosité et une satisfaction aussi à l'égard de ce qu'on a fait au cours des 60 derniers jours. On a vu, puis il y aura des sondages cette semaine, on a vu que vous avez remonté, la CAQ a remonté, vous tirez la CAQ vers le haut. Est-ce que vous aurez assez de temps? Première question. Puis comment faire pour se démarquer? Deuxième question. Bien, moi, je pense que oui, on a assez de temps parce que les gens ont pu voir notre gouvernement à l'œuvre pendant déjà 60 jours. Et puis, on va maintenir aussi la cadence là, pour les prochains jours. Et ils peuvent voir qu'on est en phase avec leurs priorités. Hein? On est intervenu à la fois sur le coût de la vie, sur l'amélioration des soins, de l'accès aux soins de santé, également sur les infrastructures, le fait qu'on mette plus d'accent sur le maintien des infrastructures plutôt que la construction de nouvelles infrastructures. En plus, au niveau économique, on a montré qu'on était capable de bien gérer les finances publiques. On a réduit de manière significative notre endettement. Là, c'est révisé à la baisse. Et puis, on est maintenant ceux qui avons le moins d'endettement par pays, par tête, en fait, par capita, en lien avec le PIB. En lien avec le PIB. Mais quand même, vous dites beaucoup de choses. Là. Le coût de la vie, vos mesures, celles où vous donnez un crédit supplémentaire pour ceux qui en ont besoin, ça a été bien accueilli. Mais les mesures sur l'immatriculation, quelqu'un qui a une Mercedes ou qui a une voiture luxueuse, avait-il vraiment besoin? Est-ce qu'il n'y avait pas de la poudre aux yeux? Puis vous l'avez-vous? La réaction était mitigée face à votre annonce. Bien, on est allé de diverses mesures pour rejoindre différents publics. Sur la détaxation de certains produits, moi, je trouvais illogique d'avoir, par exemple, des muffins qui soient pas taxés si on en achète 6 ou plus et détaxés. En fait, détaxé si on en achète 6 ou plus et taxé si on en achète moins de 6. Les aînés, les étudiants, eux autres, ils ne vont pas acheter des formats familiaux, là. Alors ça, c'est des gens qui ont besoin d'un coup de pouce et c'est notamment à eux qui se destinait ça. Et c'est l'ensemble des mesures qui est à regarder. Ça donne à peu près pour 2 parents, 2 enfants, de 250-300 $ d'aide sur une année. Puis au niveau de la détaxation des produits de consommation courante, c'est pas beaucoup, on s'entend. C'est pas ça qui va faire une différence là, pour les gens. D'où la critique des gens qui vous ont dit, est-ce qu'elle ne veut pas faire de la politique comme on en fait depuis toujours? Moi, c'est ce dont j'entends le plus parler, là, les enjeux liés au coût de la vie. Là, quand je suis sur le terrain, là, le coût de l'épicerie, le coût du loyer, c'est ce dont me parlent le plus les gens, ça plus la santé. Alors, c'est important pour moi d'agir sur ces questions-là parce que je veux être en phase, au diapason avec ce dont les Québécois me parlent. Mais c'est sûr que c'est un bouquet de mesures. Puis, ce qu'on a annoncé en matière de détaxation de produits, ça va être permanent. À chaque année, ça va être bénéfique. Est-ce qu'il y aura d'autres baisses de taxes ou d'impôts annoncées avant la campagne? Pas d'autres baisses de taxes, non. Est-ce que vous vous engagez à ne pas augmenter les impôts lors de votre éventuel prochain mandat? On n'a pas encore dévoilé notre plateforme politique. Ça va venir. On est en train de travailler là-dessus. On va vous dévoiler ça après avoir dévoilé déjà quelques premiers candidates. Oui, je vais revenir aux candidats parce qu'il n'y en a pas pour l'instant. Là. Non, puis c'est ma demande. Moi, avant même que je sois élue, j'ai dit si je suis élue, puis je voyais que l'équipe travaillait là, sur mes premières semaines, là, et ils montaient le plan que vous avez vu être mis en œuvre, j'ai dit pour moi, c'est important que les Québécois nous voient gouverner. Donc, avant même de présenter des candidates, gouvernons. Alors, jusqu'à vendredi dernier, la fin des travaux parlementaires, c'est important pour moi que l'on s'en tienne à ça. Le processus a suivi son cours au niveau du recrutement de candidates, mais vous n'en avez pas vu la couleur, puis c'était à ma demande. Non, puis on se dit, les gens regardent les sondages, je dis, est-ce que c'est une bonne chose que d'aller candidat pour la CAQ? Là? À l'époque, là, vous montez un peu, mais est-ce que vous êtes capable de convaincre des noms, des gens connus, d'aller dans votre parti? Tout à fait, ça répond bien. Je suis contente. Des gens Donc, il y aura des annonces de gens connus? Il y aura des annonces dans les prochains jours. Alors, j'ai pas de scoop à vous donner, mais ça s'en vient très, très bientôt. OK. Je reviens à impôts, taxes. Les besoins sont énormes en infrastructure, en tout, en fait. Là. Donc, il pourrait y avoir des augmentations nécessaires au cours d'un prochain mandat de taxes et d'impôts? Ah, j'en suis pas là. Là, ce à quoi je travaille... Votre souhait, vous êtes quand même la grande patronne. Ce à quoi je travaille, c'est d'adopter des façons de travailler différentes. Donc, notamment travailler davantage avec le privé.
Puis si on regarde du côté de l'éducation, la construction de nouvelles écoles, maisons des aînés, dans quelle mesure est-ce qu'on peut intégrer le privé dans nos modèles d'affaires pour qu'on bénéficie de leur expertise et puis de leur efficacité, travailler davantage avec le fédéral pour le financement de ces projets-là. Donc là, on est à mettre en place ces nouvelles façons de travailler. Vous avez vu qu'on a signé 5 ententes avec le fédéral qui nous ramènent jusqu'à 10 milliards de dollars. C'est costaud. Ça va nous aider à mettre de l'avant nos projets d'infrastructure en santé, transport également, voilà, pour les infrastructures. Mais il ne viendra pas un moment où l'État aura besoin de plus d'argent pour faire face à des besoins grandissants, que ce soit par payage, que ce soit par d'autres tarifications. Comme on n'invente pas de l'argent, il va falloir aller en chercher. Il va falloir se creuser la tête, puis la tarification, c'est sûr que c'est un des domaines, par exemple, pour les routes, les autoroutes. Est-ce que c'est une voie qu'on devrait emprunter, le payage? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bien, moi, je pense qu'il faut le considérer. Est-ce que c'est là qu'on s'en va? C'est pas ce que je vous dis. Je pense qu'il faut le considérer, l'analyser. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit activer? Est-ce que les Québécois sont là? C'est sûr qu'on a, par exemple, une taxe qui finance le transport en commun, mais qui est basée sur la vente de l'essence à la pompe. Bon, c'est sûr qu'au fil des ans, ces revenus-là, ils vont aller décroissant parce que l'hybride puis l'électrique fait sa place de plus en plus. Donc là, il faut retravailler ça. De quelle manière on s'oriente là-dessus? Fait que ça, c'est les réflexions qu'on doit faire. Et dans le même ordre d'idées, vous aviez ouvert en campagne du leadership la porte à l'exploitation des ressources naturelles, des gaz de schiste. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que ça pourrait être très concret avant le scrutin d'octobre? Vous savez, l'énergie, c'est rendu le sujet d'intérêt à l'international. Puis j'ai vu que les Québécois se questionnent puis pivotent là, sur certains dossiers en lien avec l'énergie. Donc, est-ce que les Québécois sont là? Moi, c'est la réponse que je veux avoir. Mais il y a une consultation. Excusez-moi, mais vous, êtes-vous là? Bien, j'ouvre la porte, mais je ne dis pas que c'est là absolument qu'il faille aller. Je veux voir ce que les Québécois en pensent. On a une consultation qui a été menée au cours des derniers mois, dont on va voir les résultats prochainement et qui va nous parler de ce que souhaitent les Québécois pour le mix énergétique des prochains 25 ans. Alors, comment vont les Québécois ce mix énergétique-là? Là, on est à plein dans l'hydroélectricité. L'éolien, ça va bien. On signe plusieurs ententes avec des Premières Nations. Le solaire, c'est en train de prendre son élan également. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Et puis, on le sait, il faut travailler davantage sur nos connexions Est-Ouest en matière énergétique et puis travailler davantage aussi avec d'autres partenaires que les Américains. Donc, c'est tout ça qui est à prendre en considération. C'est des gros questionnements. Donc, ça, je dirais, ça ne décide est-ce pas qu'en campagne électorale, puis je comprends que tout n'est pas placé, les Québécois sauront où vous logez là-dessus pour les 4-5 prochaines années? Ça va faire partie des éléments qu'on va aborder dans le cadre de la campagne électorale. Vous avez parlé d'une priorité des Québécois, vous avez tout à fait raison, la santé, l'accès à la santé. L'accord qui a été signé avec les médecins de famille ajoutait 500 000 rendez-vous, mais ce n'est pas une prise en charge. Et beaucoup de gens, pour être précis, 1 personne sur 5 qui appelle le 811, le guichet d'accès en première ligne, ne sont pas vus. Est-ce que vous allez promettre quelque chose pour l'accès, améliorer l'accès, là où votre gouvernement, j'allais dire l'ancien gouvernement, mais n'a pas réussi à livrer totalement? Bien, je vois que l'accès à des rendez-vous, d'une part, on est rendu à 550 000 et plus même personnes qui ont maintenant un médecin de famille qui leur est attitré ou un groupe de médecine familiale. On a dépassé notre objectif, ça c'est bon. Maintenant, il faut que l'accès aux rendez-vous suive. Et puis ce que je vois, c'est que dépendant de la région, cet accès-là est très, très variable. Par exemple, à Montréal, à Laval, l'accès à des rendez-vous, il est au rendez-vous, on pourrait dire. Pardonnez-moi de vous corriger, mais ce n'est pas une prise en charge par le médecin. C'est un rendez-vous dans une clinique, mais ensuite, la personne est orpheline quand elle revient. Là. Ce n'est pas une inscription à une clinique. Là. Il faut que ces gens-là passent par le fameux GAP, qui est un guichet général, qui devait être temporaire. Là. Est-ce que ça, vous allez promettre des choses pour les gens, quand ils ont besoin, veulent voir un médecin? Exact, puis qu'ils puissent le voir. Ça, c'est l'essentiel. Donc oui, on va s'engager, puis entre-temps, on veut que Santé Québec soit plus efficace dans l'accès aussi à des médecins, là, avant même la prise en charge, l'accès à des médecins. On voit que c'est variable d'une région à l'autre, mais effectivement, il faut que ça se culmine en une prise en charge par un médecin ou un groupe de médecine familiale. Ça va être l'objectif. Madame Fréchette, il est arrivé un événement extraordinaire, dans le vrai sens du mot, dans la vie de la métropole du Québec. Conférence de presse d'urgence, 16 policiers suspendus, des comportements racistes répétés, coordonnés. Est-ce que ça vous inquiète sur l'image de la métropole
au Québec, bien sûr, mais dans le monde. Là. C'est complètement inacceptable, ce qui est arrivé. Vraiment. Je ne peux pas croire que ça existe encore en 2026. Et la seule chose qui me rassure là-dedans, c'est que c'est d'autres policiers qui ont dénoncé ça. Mais de voir que ce sont des jeunes policiers, en plus, qui sont à l'origine de ces actions-là, racistes, complètement déplacées, à l'endroit d'une communauté qui l'a déjà très difficile depuis de trop nombreuses années, moi, je trouve ça troublant. En même temps, je sais que Fadi Daguerre met tous les efforts requis pour changer la culture organisationnelle, puis il y avait un certain nombre de succès, mais là, manifestement, c'est pas suffisant. Il va falloir procéder différemment. Enquête de la SQ, êtes-vous ouverte à ça? Je veux voir, là, c'est tout récent, c'est arrivé il y a 48 heures à peine, donc je veux voir là, ce que révéleront les enquêtes qui sont en cours actuellement. Est-ce que ça va mettre tout en lumière? Est-ce qu'il faudra aller plus loin? On va voir où ça nous mène. Est-ce qu'il y a des nouveaux outils qu'on doit considérer, comme par exemple des caméras personnelles? On a 2 projets pilotes à l'heure actuelle qui se déploient pour tester cette idée-là. On va voir les résultats. Est-ce que ça donne des résultats intéressants? Est-ce qu'on déploie ça à plus large échelle? On va voir au terme de ces projets pilotes-là, mais il va falloir changer d'approche, élargir nos approches. Fadi Daguerre a répété aujourd'hui qu'il s'attend à un tsunami de dénonciation. Donc, qu'il y a une sous-culture, pas généralisée, mais qui existe dans la police de Montréal. C'est pas mal la définition du racisme systémique, ça, là. Non? Bien, pour moi, ça, c'est un groupuscule là, qui est à l'origine de ces actions-là. Organisé, répété, c'est pas ça, du racisme systémique? Bien, pour moi, si c'est un groupuscule, c'est pas nécessairement systémique. Pour moi, systémique, c'est à plus large échelle. Moi, ce qui compte pour moi, c'est vraiment qu'on mette en place des mesures pour couper court à ces phénomènes-là, destructifs, et qu'on avance et qu'on s'améliore. Et on a commencé notamment à inclure, il y a quelques années déjà, de la formation, dans la formation des policiers en lien avec ces questions-là de racisme et de moyens de dénoncer ça, puis de comportements à proscrire. Alors, cette formation-là, manifestement, elle n'a pas suffi. Quand on voit que ce sont des jeunes policiers qui sont à l'origine de ce qu'on a vu se déployer. Et il va falloir y aller avec d'autres Vous avez méthodes. raison, qu'il y a ça qui est décourageant, que ce soit des jeunes aussi. Ouais. C'est un groupe de jeunes. Ouais. Ça avait été des gens en fin de carrière, je me serais dit, bon, ben, c'est une question d'années ouais. avant que... Hein? Ouais. Mais non, c'est des jeunes. OK. Et alors, ça, c'est déconcertant, puis c'est déstabilisant. OK. Madame Fréchette, on a beaucoup parlé de la filière batterie. Je ne veux pas revenir sur toute la saga, puis il y a un rapport qui parle par lui-même de la vérificatrice générale. Mais en 2023, là, est-ce que vous nous dites que vous auriez dit non à Nordvolt? À l'époque, dans le contexte de l'époque où il y avait un engouement, une course, est-ce que vous auriez dit non à Nordvolt? Moi, là où je pense j'aurais eu, puis c'est facile à dire après coup, là, hein, Ouais. si ça avait été un succès, on serait ailleurs. Mais il y a 2 projets qui représentent 95 des pertes de la filière batterie, c'est Nordvolt puis Lion. Ouais. En l'occurrence, 2 startups. Et moi, c'est cette notion-là d'investir autant d'argent dans 2 startups. Je ne suis pas certaine que j'y serais allée aussi Donc, vous auriez dit, il y généreusement. a un scénario selon lequel vous n'auriez pas embarqué dans Nordvolt. Je dirais peut-être pas autant, parce que c'est l'ampleur des sommes, moi, qui me questionne par rapport à 2 startups. Parce qu'on en a plusieurs, des projets là, de la filière batterie qui fonctionnent. Là. Si vous allez à Bécancour, là, vous allez voir 1000 travailleurs, 1000 personnes venir tous les matins construire les usines, les bâtiments de ce secteur-là qui génèrent 2,5 milliards de contrats pour des entreprises québécoises. Puis il y a d'autres projets ailleurs qu'à Bécancour aussi. Donc la filière batterie, elle suit son cours à un rythme Oui, plus parce que lent. vous-même, vous, là, pas M. Legault, M. Fitzgibbon, vous avez dans la compagnie de batterie, l'autre, Lithium. Masca Lithium? Ouais. Ah, Lithium? Non, Mhm. Lithium. Vous avez mis de l'argent aussi. Ouais. C'est vous, là. Ouais. Donc, vous aussi, vous étiez dans cette logique de course où il fallait aller vite. Oui. Mais ça, ce qui est intéressant avec Lyon, c'est que d'une part, c'est un joueur québécois. On n'en a pas des masses des joueurs québécois dans la filière batterie. Ça, c'en était un. Et eux, ils jouaient le rôle de recyclage des matériaux. Non, je comprends. Et ça, c'est actuellement une manne que s'approprie la Chine. Les minéraux critiques et stratégiques, là, ils sont la plupart du temps envoyés en Chine et ils font des gros sous, des gros bidous avec ça. Et là, on avait un joueur québécois qui, lui, voulait s'approprier ce marché-là. Je trouvais ça vraiment pertinent pour les Québécois, pour le Québec, pour notre économie. Malheureusement, bon, ça n'a pas eu les suites escomptées, mais n'en demeure pas moins que c'est un projet qui a donné beaucoup de résultats et qui va continuer à en donner. Pas de l'ampleur qui était initialement prévue, mais tout de même, il y a des suites importantes. Parce que l'impression que ça peut donner, puis là, je suis dans une question plus de caractère comme première ministre, c'est que vous vous êtes désolidarisé
du groupe Legault, Fitzgibbon. Mais vous étiez là, vous comprenez? Alors, les gens disent, pourquoi elle n'assume pas en disant, regarde, on a essayé quelque chose, on a peut-être été imprudent, mais ça n'a pas marché. Mais Moi, ce que je vous dis, c'est l'ampleur des sommes investies, sur lesquelles j'aurais peut-être pas été à aussi haut niveau. Mais néanmoins, c'est normal qu'une politique de développement économique et industriel comporte des risques. À plus forte raison dans un secteur qui est en train d'émerger à l'échelle de la planète. Là. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui existe depuis fort longtemps. Mais moi, là où je me distingue, c'est que quand je suis arrivée à l'économie, j'ai mis fin au financement public pour Nordvolt dans les semaines qui ont suivi mon arrivée et j'ai mis fin au financement public de Lyon dans les semaines qui ont suivi. Et j'ai demandé à ce qu'un cadre financier plus clair, plus resserré soit mis en place pour le Fonds de développement économique. Donc ça, c'est 3 gestes que j'ai posés dans les semaines qui ont suivi. Quelques petites questions avant de vous laisser aller. Le PEC, vous dites souvent qu'il y a un changement de ton avec moi. Là, il y a eu un changement de ton, mais non seulement de ton, mais de politique. Vous rouvrez le PEC. Votre nouveau ministre responsable a dit, d'ailleurs, on s'excuse auprès des gens qu'on a ballottés. Ma question plus précise, c'est que si les gens s'inscrivent et sont acceptés, est-ce que vous accepteriez de déplafonner le 45 000 pour une année ou deux de gens que vous recevez permanents par année? Parce qu'à un moment donné, là, c'est mathématique, là. Bien, on va aller prendre notre 45 000, donc 29 000 travailleurs là, sur ces 45 000-là, à la fois au sein du PEC, puis à la fois au niveau du nouveau programme de sélection des travailleurs qualifiés. Donc, c'est à partir de ces 2 programmes-là qu'on va atteindre nos objectifs annuels. S'il y a trop de monde... On fonctionne dans le respect. Bien, s'il y a trop de monde, on va étirer dans le temps le recrutement, la sélection des gens, mais on va respecter nos seuils d'immigration. Parce qu'au-delà de 45 000, vous dites c'est dangereux. Bien, c'est parce qu'on a une capacité d'accueil X. Hein? Elle n'est pas de Z, elle est de X. Et à partir du moment où on relève les seuils, bien là, c'est plus de mesures qu'on doit déployer en français, c'est plus de logements qu'on doit trouver. Souvent, donc 45 000 restent. 45 000 restent. Voilà. Le seuil qui sera proposé en campagne électorale. Puis là, bien, on a donné plus de prévisibilité aux gens qui avaient choisi le PEC comme programme pour venir s'installer au Québec. Et pour moi, c'était important de le faire parce qu'on travaille avec des impacts sur la vie des gens. Et par conséquent, la prévisibilité, la période de transition, pour moi, elle est importante. Ottawa, nouveau ton, vous dites, on a eu le 10 milliards. Est-ce que vous souhaitez avoir l'usine, si jamais Ottawa choisissait le Gripen, qui est un avion de chasse, plutôt qu'aller au complet avec les F-35, est-ce que vous aimeriez que l'usine, est-ce que vous demandez que l'usine soit au Québec? C'est sûr que c'est mon souhait. Hein? On a des talents. Il y a des discussions là-dessus? Il y a des discussions. Là, j'ai hâte de voir les décisions. Donc, que ce soit pour les Gripen, que ce soit pour des brise-glaces, que ce soit pour des sous-marins, que ce soit pour la Banque de développement, la Banque de défense, résilience, sécurité. Tout ça, c'est des projets qui pourraient venir au Québec. Au Québec, on a l'expertise complète, en fait, pour être positionné dans le domaine de la défense. Puis c'est des secteurs pour lesquels nous, comme gouvernement, comme société, on a investi des sommes importantes au fil des dernières décennies. Et là, il est temps de récolter les fruits de ça. Et sachant que c'est au Québec que les impacts de la guerre tarifaire sont les plus importants, ce que je dis à M. Carney puis aux ministres fédéraux, à qui je parle très régulièrement, c'est qu'il est temps que les projets d'investissement se déploient au Québec. Parce que c'est nous qui sommes le plus impactés de un. Mais vous n'avez pas d'assurance encore. C'est nous qui avons l'expertise la plus développée. Alors, on n'a pas d'assurance encore. On travaille fort pour que ces projets-là aboutissent ici. Là. Mme Fréchette, en terminant, vous avez dit c'est le pire moment. Vous l'avez dit dès le début de votre campagne au leadership. C'est le pire moment en 50 ans pour organiser un référendum. C'était quand le bon moment? C'est quand il n'y a pas de guerre tarifaire, c'est quand le prix de l'essence grimpe de plusieurs dizaines de pourcentages, c'est quand la pression sur le portefeuille des Québécois n'est pas aussi forte que ce qu'on vit. Vraiment, c'est pas... Est-ce que ce moment-là viendra dans votre esprit? Pas à brève échéance. Là, ce que je vous dis, c'est que c'est le pire moment en ce moment, parce que là, c'est ça la proposition sur la table du Parti québécois. Organisons un référendum. Voyons donc. On a la plus grande incertitude qui soit depuis des décennies qui plane sur le Québec. Et on viendrait en ajouter une autre grosse couche épaisse. Alors, ce que je vois, c'est que les Québécois sont pas là, les Québécois sont ailleurs, et nous, on est avec les Québécois. Alors, nous, on va travailler sur les préoccupations des Québécois, la santé, l'éducation, l'inflation, le coût de la vie, et puis également les infrastructures, puis la protection de l'identité. Les gens le savent, vous avez été péquiste, donc on imagine mal que vous pourriez militer dans un éventuel camp du non, là. Je vois pas ça arriver. Nous, moi, je travaille pour que l'autobus reste en gare.
C'est ça mon plan. Oui. Les Québécois ne veulent pas d'un référendum. Il faut que les autobus restent en gare. Les vieux partis, ils tiennent leur débat, ils tiennent leur chicane. En fin de semaine encore, par médias puis avocats interposés. Je veux dire, les vieilles chicanes, je leur laisse ça. Nous, on travaille pour les priorités des Québécois. 15 secondes. Est-ce que les Québécois auront une campagne électorale quand même où les gens vont pouvoir débattre de manière sereine? Je le souhaite. Hein, C'est ce qu'on est capable de faire au Québec. On est capable de tenir des débats sereins. Et je me rappellerai toujours une phrase qu'avait dite Gabriel Attal, l'ancien premier ministre français, quand il était venu à l'Assemblée nationale. Ça m'a vraiment touché ce qu'il avait dit. Il regardait les débats qui se tenaient, puis il voyait la cordialité qui existait entre les différentes formations politiques. Et il avait dit, ce que je constate, c'est que vous avez ici une démocratie apaisée. Et j'ai trouvé que c'était un magnifique compliment. Et je pense qu'on est capable de garder cette approche-là. Maintenant, il faut que tout le monde y mette du sien et qu'on soit sur les bonnes priorités. Merci beaucoup. Merci.